Bonjour les abonnés pour le GPS pour la famille ou les nouveaux qui nous rejoignent en ce début d'année 2025. Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau format pour le GPS pour la famille, puisque aujourd'hui, ce sera sur le format d'une interview de Sophie Baru, qui est sculpteur et auteur, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Je rentrerai avant la nuit et qui, pour résumer, traite cette phrase merveilleuse, accueillir l'imprévu pour reconstruire sa vie. Sophie, vous avez publié ce livre, Je rentrerai avant la nuit, où vous racontez ce que vous avez vécu depuis l'accident de Cédric, votre époux, qui est devenu handicapé à la suite de cet accident. Qu'est-ce qui vous a poussé à partager votre témoignage? Alors, déjà bonjour à tous, hein, bonjour Florence. Moi, ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est trois choses. La première, quand l'accident est arrivé, moi j'avais 25 ans, mon mari 30 ans, euh, et ce qui m'aidait, c'était de coucher sur papier, sur un journal intime, tout ce qui me traversait. Et ça m'aidait beaucoup. Seulement au bout de 10 ans, ce journal intime, je l'ai refermé. Et enfin, même au bout de 6 ans, à l'arrivée de notre premier enfant. Et en fait, 10 ans après, il y a un journaliste qui m'a interrogé sur les circonstances de l'accident de manière assez précise. Il a fallu que je réouvre ce journal intime. Et en le réouvrant 10 ans après, je me suis dit, Pétard, c'est quand même pas banal ce qui nous est arrivé. Et en relisant l'histoire sur 20 ans, en fait, enfin sur 10 ans d'écrit, mais en tout cas sur 20 ans de vécu, j'ai vu combien le bon Dieu était venu nous chercher à des moments donnés par des phrases, des livres, des rencontres qui nous ont aidés, qui nous ont reboostés, qui nous ont fait aller de l'avant. Et je me suis dit, ça, il faut que tu le partages, parce qu'il y a des choses, même au-delà de la foi, qui sont de l'ordre du psychologique, de l'humain, et qui peuvent être universelles. Donc voilà, moi, il y a 25 ans, quand l'accident de mon mari est arrivé, j'avais pas de livre, j'étais boulimique de témoignages, vraiment, il n'y avait que ça qui m'aidait, au-delà des tests scientifiques, etc. Je voulais vraiment, voilà, des gens qui ont vécu les choses et qui pouvaient me dire, et de l'espoir et de l'espérance, un chemin de bonheur est possible. Voilà, et ça, à l'époque, des témoignages comme ça, j'avais du mal à en trouver, et je me suis dit, bah voilà, pour la Sophie d'il y a 25 ans, enfin d'il y a 20 ans à l'époque, tu vas écrire. Très bien. Donc, et puis il y Comment avait d'autres décrire... raisons, mais Voilà, très bien. Merci beaucoup, Sophie. Comment décririez-vous votre vie avant l'accident? alors avant l'accident, on vivait à 100 à l'heure. Moi, mon mari, je l'avais rencontré un an et demi avant. On s'est très vite beaucoup apprécié l'un l'autre. Enfin, on avait beaucoup de passions communes. Il était artiste, moi aussi. Il aimait le sport. Enfin, il y a plein de choses qu'on aimait passionnément tous les deux, la philo, tout ça. Donc, on s'est vraiment bien trouvés. Et on s'est mariés, donc fiancés très rapidement, mariés très rapidement, et ensuite on s'est installés ensemble. Et donc les 8 premiers mois de notre mariage étaient très intensifs, hein. On sortait, on avait beaucoup d'amis, nos familles. On vivait pas dans l'instant, on était vraiment dans une course effrénée, mais joyeuse, hein. On était plutôt, voilà, on était jeunes et très actifs. Très bien. Que s'est-il passé le 21 mai 1998? Alors, c'était un jeudi de l'Ascension. Cédric, comme à son habitude, il bossait souvent les jours fériés. Il était maquettiste dans un parc touristique en Haute-Loire. À l'époque, on habitait Saint-Étienne, enfin Boin-sur-Lignon, exactement, un petit bled paumé là-bas. Moi, j'étais architecte d'intérieur, pas très loin. Et il me dit, je vais prendre mon vélo pour me défouler. C'était le soir. Il m'explique l'itinéraire. Il me dit, t'inquiète pas, je rentrerai avant la nuit. Et comme il avait l'habitude de prendre son vélo pratiquement tous les soirs, je me suis pas trop inquiétée, mais la nuit est tombée et là, il n'est pas rentré. Et quand j'ai appelé la gendarmerie, ne sachant pas quoi faire, voyant vraiment qu'il revenait pas, j'avais pris ma voiture, j'avais fait un tour, je l'avais pas vu, enfin bref. Et les gendarmes me disent, ben oui, il est entre la vie et la mort, à 2 kilomètres de chez vous, surtout ne bougez pas, il a percuté une voiture et les pompiers sont sur place, le SAMU, l'hélicoptère. On vous dira plus tard dans la soirée si vous devez aller à la morgue ou à l'hôpital. Donc c'était assez compliqué. Enfin, soit en réanimation, soit voilà, à la morgue. Et voilà ce qui est arrivé le 21 mai en tout cas. Merci beaucoup. Quand a été posé le diagnostic?
du traumatisme crânien Oui. sévère, Mm. d'entrée de jeu, parce que il a été projeté sur 26 mètres, Cédric, hein. C'est vraiment une voiture qui l'a percuté de front, il n'avait pas de casque, et c'est la tête qui a touché en premier. Donc, il n'a rien eu à la moelle épinière, mais tous ces handicaps viennent d'un traumatisme crânien grave, c'est la terminologie. Donc, c'est des hématomes intracérébraux diffus un peu partout et surtout en zone frontale, ce qui donne des troubles de l'humeur. Il a des troubles de l'élocution, il est hémiplégique. Pendant un an, il a été en rééducation. Déjà, il a mis 2 mois à se réveiller. Il a mis 3 mois à pouvoir lever le pouce à la demande. Donc ça a l'air de rien, mais c'est ce qui nous a permis ensuite de communiquer parce qu'il sélectionnait les lettres de l'alphabet en levant le pouce à chaque fois qu'il choisissait une lettre. Donc voilà, les progrès ont été très lents et au départ, les médecins voulaient faire aucun pronostic parce que le pronostic vital était engagé. C'est-à-dire que chaque matin, quand j'allais le voir à l'hôpital, il pouvait ne pas être vivant. Ça, ils ont bien insisté là-dessus. Ensuite, c'était soit il allait être dans un état végétatif toute sa vie, soit chronique avec des états de réveil, des états de somnolence, soit comme il est maintenant, c'est-à-dire bien éveillé, avec une intelligence qui fonctionne, mais avec des troubles de la mémoire, des troubles de l'initiative, de l'organisation, qui fait qu'il ne peut pas travailler, il ne peut plus travailler. Et voilà, donc il a développé d'autres choses, mais en tout cas, ouais. Et, ça, ce pronostic, ben, ouais, disons que les médecins, ils ont vécu les choses avec moi, hein, ils n'ont jamais voulu trop se prononcer avant que les choses arrivent. Donc, ils vous ont dit au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et au bout d'un an, il a pu rentrer à la maison. Donc, enfin, vraiment, d'un point de vue administratif, sa consolidation a eu lieu au bout de 6 ans. Donc, c'est quand même long, hein. Oui, c'est très long, c'est très long. 6 ans pour établir la liste de tous ces handicaps qu'il aurait a priori à vie. On se projette dans une vie quand on est jeune marié, et puis tout d'un coup, il faut la déconstruire pour la reconstruire autrement, Hmm. différemment. Comment l'accepter et comment y arriver? Voilà, comment vous avez fait depuis toutes ces longues années? Alors, moi, ça a été très clair. Je me souviens vraiment du moment où je me suis dit que j'avais deux options. C'était soit me taper la tête contre les murs à essayer de vouloir changer ce qui n'était pas changeable, en fait, à refuser ça, à être dans la colère toute ma vie, dans le refus. Mais j'allais me détruire. J'allais sûrement quitter Cédric parce que c'était pas vivable. Je refusais tout en bloc et je pense que ça allait être un gros gâchis. Enfin, je pouvais pas imaginer ça. En plus, on était au début de notre mariage et voilà, j'avais encore plein d'amour pour lui. C'était inimaginable pour moi de le quitter alors qu'on s'était promis de s'assister pour le meilleur et pour le pire. Donc, je m'étais dit, ben voilà, on commence par le pire et le meilleur est peut-être après. Donc ma réaction, je suis passée par plein de réactions différentes, hein. D'abord, c'était moi, quand les gendarmes m'ont dit qu'il était, voilà, dans un coma d'emblée sur la chaussée, entre la vie et la mort, moi tout de suite, je n'ai pu que crier non, non, non dans mon salon en hurlant non, parce que c'était pas possible, ça cadrait pas avec notre vie. On avait plein de projets, on était jeunes, enfin, des drames, j'en avais jamais connus. Donc ça a été le refus, après la colère, me dire mais pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait. On se confiait l'un l'autre à nos anges gardiens tous les matins, on avait une vie voilà, de foi plutôt active parce que lui il venait de se convertir, moi j'avais aussi vécu une conversion quelque temps avant mon mariage d'une autre façon. Donc j'en voulais beaucoup au bon Dieu et en fait donc j'ai balayé toutes les possibilités, que Dieu n'existe pas, qu'il existe mais qu'il n'était pas amour, ou alors qu'il existait, qu'il était amour, mais il fallait que je lui fasse confiance parce que j'aurais pas toutes les réponses à mes questions. Et j'ai choisi cette troisième voie pour faire court, mais ça a duré sur quelques temps. Et avec cette option de se dire, t'as qu'une vie, est-ce que tu veux la vivre en grand? Est-ce que tu veux rester avec ton mari, l'assister dans la difficulté, en puisant dans l'amour qu'il a encore pour toi? Parce que ça, c'est important. Il y a des traumatisés crâniens qui n'ont plus, qui sont désaffectivés, on appelle ça, donc n'ont plus forcément d'expression d'affection pour leur entourage. Alors que Cédric, c'était pas son cas. Vraiment, il me redemandait au mariage tous les matins parce qu'il avait oublié notre mariage. Les 8 mois avant l'accident avaient été effacés. Enfin voilà, donc du coup, il a fallu à un moment donné que me résolve, je sais pas si on dit ça, à accepter les choses que je ne pouvais pas changer, à mettre toute mon énergie dans ce qui pouvait être changé, c'est-à-dire les progrès qu'il pouvait faire, et arrêter d'être dans le passé, à imaginer le Cédric que j'avais, que je n'ai plus, ou à être trop dans l'avenir, à imaginer la montagne que j'allais avoir à surmonter et mes jambes en étaient coupées d'avance, quoi. Donc ça a été vraiment une école de vivre dans l'instant, d'identifier ce qui n'était pas changeable autour de moi
et de foncer dans ce qui était modifiable. Et voilà. bien sûr. Comment avez-vous appris à communiquer quand la parole faisait défaut? Parce que vous avez Ouais. dit au début, hein, comment vous avez fait? Alors au tout début, il clignait des yeux. Donc oui, non, en clignant des yeux. Et puis après, au bout de 5 mois, donc il a levé un pouce. Et là, donc on faisait défiler les lettres de l'alphabet. Et il choisissait les lettres. Et la première phrase qu'il a dite, c'était pour remercier un prof de philo par lequel il s'était converti. Parce que Cédric, il est né dans une famille plutôt athée, militante, je dirais. Et, euh, et en fait, par la philosophie, Aristote, Thomas d'Aquin, petit à petit, il s'est mis à croire en l'existence d'un ordre supérieur, d'une intelligence supérieure à Dieu, voilà. Et du coup, en se réveillant, moi j'avais vraiment peur parce que les médecins me disaient attention, il peut être désinhibé parce qu'il a tapé frontalement la tête à l'avant. Et ça, c'est toute la zone de la sociabilisation. Donc, il peut vous dire des insanités, il peut être complètement voilà, désaxé. Mais moi, je voulais vraiment savoir ce qu'il avait et je voyais derrière ses yeux qu'il y avait quand même une forme d'intelligence qui était encore là. Et voilà. Et la première phrase, ça a été pour remercier ce monsieur d'avoir écrit son cours de philo qui l'a mené à Dieu parce qu'il disait, moi, parce qu'après, il a commencé petit à petit à m'écrire des petites phrases. Il disait, moi, sans Dieu, je ne suis qu'un tas de viande dans un lit. Voilà, il voyait les choses. Ou il me disait, appelle Jésus, moi je l'appelle sans cesse, 1000 fois par jour, et ça marche. Par exemple, il me disait ça. Ou qui me disait qu'il ressentait les choses comme un miracle, enfin bon, voilà, pas vraiment. À son réveil, Dieu était très proche. Et on l'a découvert, voilà, avec ce pouce qui a commencé à sélectionner les lettres. Oui, donc en fait, grâce à ce pouce qui a sélectionné les lettres, vous avez établi la communication et vous avez vu que votre Cédric était toujours là, Voilà. celui que vous aimiez était toujours là. Même Ouais. si les apparences vous donnaient peu de retour Hmm. au quotidien. Ouais. Alors après, bien sûr, il a été changé pour beaucoup de choses. Hein. Faut pas se voiler la face parce que Oui, quand on n'a plus de mémoire, la communication est quand même bien entravée. bien sûr. Et puis voilà. Mais il a fallu vraiment que je recherche la substantifique moelle de mon mari. Oui. À voir pourquoi je l'avais épousé. Est-ce que les raisons qui m'ont fait épouser cet homme étaient encore là? Ouais. Il a fallu que je- Comment vous découvrez donc petit à petit, on comprend hein, les effets secondaires liés à l'accident. Hmm. Bon, comme vous l'expliquez hein, dans le livre, des colères impressionnantes, des troubles de la mémoire, une tendance à la désinhibition, qui vont changer le comportement de votre mari. Comment avez-vous appris à les dépasser? Parce que c'est un monde qui s'ouvre, Hmm. inconnu. Comment vous avez fait pour dépasser Alors très les vite, effets secondaires? il a fallu moi qui étais très sensible, très à me couper les cheveux en quatre. Il a fallu vraiment que je me batte contre ma sensibilité et me dire à chaque fois, ben voilà, ça c'est l'expression d'une cicatrice neurologique. C'est pas, il veut pas mal faire, il nous aime, il est dépassé par ses sentiments, par ses émotions maintenant, mais il en souffre autant que moi. Donc l'idée, c'était pas de me battre contre lui, mais contre son handicap, contre ses sautes d'humeur, contre ses difficultés à gérer avec lui. Et ça a été très important parce que si on se pose en victime, si on lui prête des intentions qu'il n'a pas, parce que ça sert à rien de voilà, d'y mettre des choses qui n'existent pas. Cédric, c'est quelqu'un d'aimant qui vit dans le présent, mais voilà, son cerveau n'a plus la faculté de gérer les émotions. Alors au début, moi, m'affectait beaucoup quand même, hein, même si j'avais essayé d'avoir ce raisonnement, parce que c'est des cris, c'est des hurlements, c'est en pleine rue, c'est compliqué quand on a 25 ans. Et après, petit à petit, je me suis un peu blindée. Et puis, et c'est ce que j'apprends aussi à nos enfants maintenant, de se dire, on est dans la même équipe avec papa, voilà, contre ces handicaps. Et une question que on doit souvent vous poser, ou peut-être qu'on n'ose pas vous poser, mais à laquelle on pense, à quel moment avez-vous retrouvé toute votre place d'épouse? Et non plus de soignante à ses côtés, parce que vous avez... Eh ben, c'est au bout de 5 ans, parce que en fait, les 5 premières années après l'accident, moi, je me donnais corps et âme pour qu'il aille mieux, donc je faisais
les trajets kiné, orthophonie, tout ça. Je faisais sa toilette le matin, le soir, je l'habillais, tout ça, parce qu'en fait, il avait du mal à accepter des auxiliaires de vie extérieurs. Il préférait que ce soit moi qui m'occupe de tout ça. Mais en fait, très vite, quand on a commencé à se dire, ben, on avait le rêve d'une famille nombreuse quand on s'est épousé, et on s'est dit, voilà, maintenant, Cédric, il a fait des progrès, il peut transmettre, il peut aimer, il est plutôt patient avec les enfants. Donc, on peut peut-être envisager de fonder une famille. Mais j'avais un vrai blocage parce qu'en fait, le rapport que j'avais au corps de mon mari était pas ajusté, quoi. C'était plus maternant, j'étais plus la maman que l'épouse. Donc, je lui ai expliqué et très vite, il a compris que pour que les choses rentrent dans l'ordre, il fallait qu'il accepte des aides de l'extérieur, donc des auxiliaires de vie, des ambulanciers, pour que moi, j'ai un rapport à son corps comme une autre femme, plus ajusté, quoi. Et du coup, tout s'est bien passé et on a pu avoir nos enfants et d'une manière naturelle, je le dis, parce que des fois on me demande, même si tu n'oses pas me demander. Il n'y a pas eu de recours à la médecine. Mais je pense que voilà, c'est passé aussi par ça, par le fait qu'il fallait que voilà, on ait une juste distance. Oui, et on voit à travers déjà les réponses que vous venez de nous livrer, tout ce parcours de patience qu'il a fallu que vous mettiez en œuvre pour vivre tout ça. Euh, bon, vous aviez 25 ans hein, au moment de l'accident. Et dans votre livre, il y a un passage où vous racontez le discours tenu par certains membres du corps médical qui vous conseillaient de partir et d'abandonner Cédric. Hmm. Comment avez-vous reçu ces paroles et qu'est-ce que ça a déclenché en vous? Alors oui, c'était une assistante sociale parce qu'il fallait faire des démarches pour être la curatelle de Cédric, hein, pour signer à sa place des papiers quand il pouvait pas. Et moi, naturellement, je suis portée candidate, ça me paraissait normal. Et elle m'a dit, ah non, non, mais réfléchissez parce que si vous êtes sa curatelle, c'est-à-dire que vous restez avec lui. Et alors là, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle sous-entend? Et bon, voilà, elle m'a expliqué que de toute façon, les couples, la plupart du temps, ne résistaient pas à ce genre d'accident, que j'avais 25 ans, que je pouvais refaire ma vie, que les parents de Cédric étaient quand même jeunes, ils pouvaient s'en occuper encore, ils étaient jeunes retraités. Et puis qu'ils se souvenaient même pas de notre mariage, donc valait mieux que je le quitte maintenant que dans quelques années où ça allait être plus douloureux. Et alors sur le coup, moi, ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, c'est une assistante sociale, elle est censée défendre le plus faible, et en l'occurrence Cédric. Bon, après, j'ai compris que dans leur métier, on leur apprend à faire en sorte que les gens aillent au fond de leurs décisions, de leurs choix, voilà, tout peser pour pas faire l'autruche. Elle avait l'impression que je faisais l'autruche, en fait, que j'étais trop optimiste, que je me basais, voilà, sur l'imaginaire. Donc, elle m'a mis en garde contre plein de choses. Moi, je lui ai expliqué qu'en fait, si on n'était que deux dans l'histoire, en effet, je pense que notre couple irait pas très loin, mais qu'on était trois, qu'il y avait le bon Dieu et que autant moi j'étais vraiment pas sûre de mes forces parce que moi j'étais quand même quelqu'un encore une fois d'hypersensible. Voilà, je me sentais pas les épaules, mais je savais que si j'accueillais la grâce, on allait y arriver, mais grâce à la puissance de Dieu quelque part. En fait, je disais à Dieu, ben voilà, t'as pas le choix, faut que tu fasses un miracle là. Il faut, mais peut-être pas un miracle de guérison, mais le miracle du quotidien qui fait que moi je vais supporter tous ces handicaps, que Cédric va les supporter et que notre amour va grandir. Et en fait, bon, quand je lui ai dit qu'on était trois et que le troisième c'était Dieu, elle m'a laissé tomber. Après, elle m'a laissé tranquille, elle m'a plus convoqué dans son bureau. Euh, mais ça a été vraiment l'idée, c'était ça, quoi. C'est vrai, quand on s'est marié avec Cédric, on nous disait il faut mettre le Christ au centre du mariage, tout ça. Et moi, je me disais ah non non, moi je veux mon mari pour moi toute seule. Il n'y a pas de place pour Dieu ou le Christ. Enfin, je voyais les choses différemment. Et en fait, c'est sûr que là, depuis l'accident. Voilà, on a vraiment compris combien la prière, elle est importante et que si on la lâche, bah, le handicap, il prend toute la place et tout devient très difficile. Ouais. Donc cet accident a eu lieu il y a 26 ans. Donc vous avez aujourd'hui quatre enfants, hein. On a compris que vous avez Oui. quatre enfants qui ont 20, 18, 21, 21, 18 ou 19. 19 maintenant, 21, 19. 19, Donc 17, 17 ans. et voilà, 16 ou 17 17, et donc 14 pour voilà. le dernier. Donc à qui vous n'avez jamais caché la réalité de votre histoire. Oui, oui. Comment leur dire, enfin, beaucoup de parents toutes les familles connaissent plus ou moins des épreuves.
et comment leur dire ce qui se passe et comment leur apprendre à être patient, puisque c'est ce que vous avez développé, vous, avec votre rythme de vie si différent les uns avec les autres familles. Ouais. Alors en fait, tout petit, c'était assez simple hein, parce qu'ils ont grandi dans notre famille, ils en connaissaient pas d'autres. Bon. Enfin, pour eux, c'était normal d'avoir un papa à roulette, comme ils disaient. Ils étaient plutôt fiers de leur papa et ils le montraient à tous les copains quand ils arrivaient à la maison. Euh, il y a aussi une chose importante, c'est que moi j'avais un super pédiatre à Saint-Étienne qui m'avait dit vos enfants, si vous voulez qu'ils grandissent bien, surtout vos garçons, pour qu'ils puissent s'identifier à leur père. Et pour cela, il faut que vous l'admiriez, votre mari, pour qu'ils adoptent le même regard que vous mettiez en avant, voilà, ce qu'il a de bon et d'imitable, entre guillemets, et les choses se passeront mieux. Et donc, c'est vrai que très vite, ben, par exemple, il faisait du tennis de table. Ben, dès qu'il rapportait une coupe à la maison, on en faisait des tonnes, on faisait la fête, on mettait la coupe sur la cheminée. Voilà. Donc, les enfants étaient assez fiers de leur papa. Ils remportaient des concours de poésie aussi. Bon. Voilà. Et puis après, en grandissant, ben, c'est sûr qu'à l'adolescence, c'était plus compliqué. C'était difficile pour eux de s'afficher avec leur père, hein, parce qu'ils craignaient un peu les remarques des copains. Mais voilà, une fois le collège passé, ça se passe beaucoup mieux. Et voilà, et puis il a développé vraiment un rapport différent avec chacun parce qu'ils sont tous différents, les quatre là. Il utilise beaucoup, là on en a un en Irlande, le numéro 2 bah, par exemple, ils s'écrivent des mails quasi quotidiennement. Cédric est un grand littéraire, notre deuxième aussi. Donc voilà, ils ont un rapport de cet ordre-là. Et après, notre rythme de vie, est-ce qu'il est très différent? Moi, je sais que pendant les vacances, souvent, il m'est arrivé de partir avec les enfants. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que mes enfants, ils n'avaient pas fait le choix d'un papa handicapé. C'est nous, avec Cédric, qui avons décidé ça. Donc, je vais faire en sorte qu'ils n'en subissent le moins de conséquences possibles. Donc, dès que je pouvais, voilà, les faire partir en vacances, là, on est allé sur les chemins de Compostelle, par exemple, cet été. On a passé sinon, il y a quelques années, des séjours dans des cabanes, là, dans les arbres, voilà. Donc Cédric était pas toujours là, mais il acceptait le fait de s'effacer quelque temps, d'aller chez ses parents, parce qu'il est très proche de ses parents, qui s'occupent de lui, voilà, de temps en temps, pour que les enfants vivent des choses fortes ensemble et puis avec moi, voilà. Mais ça veut pas dire que, voilà, le lien est toujours là, on lui envoie des mails, des SMS pendant nos séjours, mais voilà, Mhm. j'ai essayé de faire en sorte qu'ils aient pas un rythme de vie justement trop différent des copains. Très bien. Dans votre livre, vous évoquez une sorte de joie qui, malgré les épreuves, était ancrée en vous. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler une partie de Alors, cette joie? c'est ouais, c'est pas une joie qui fait qu'on chantonne et qu'on sautille toute la journée. Je parle d'une joie plus profonde, comme une espèce de paix qui nous enveloppe en fait. Ça a été vraiment flagrant juste après l'accident. C'est-à-dire que nous, on a eu des amis, dès que l'accident est arrivé, qui ont fait des chaînes de prière, qui ont dit des messes. Enfin, on était vraiment très portés. Moi, je le sentais, c'était physique. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de confiance qui m'habitait, de me dire un jour après l'autre, tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait, donc te fais pas de scénario catastrophe. Et en fait, j'avais une espèce de paix comme ça, voilà. Après, sur 25 ans, voilà, je te dis pas que la paix, elle est toujours là, hein. Parfois, la vie fait que, ben, elle nous échappe, mais elle revient quand même rapidement, voilà, dès qu'on invoque. Moi, je pense vraiment que, enfin, en tout cas pour ma part, hein, c'est vraiment la vie de prière qui fait la différence, parce que dès que je lâche, ça se voit pas tout de suite, mais au bout de quelques temps, la paix elle n'est plus là du tout. On supporte plus rien. Voilà, parce que c'est vrai que vivre avec une personne amnésique, ça peut être compliqué. Voilà, c'est une charge mentale quand même importante parce que c'est tout son emploi du temps, c'est quand même moi qui le gère. Voilà, donc c'est vrai que j'ai besoin de d'identifier aussi mes espaces de ressourcement, hein. C'est pas forcément que la prière, c'est aussi des moments de détente. Là, je reviens d'une semaine à Paris, par exemple, qui m'a fait un bien fou. J'ai fait des expos là-bas, des témoignages, mais peu importe, j'étais loin de chez moi pour un temps, avec que moi à penser. J'étais voilà, et ça m'a vraiment ressourcée. Donc, je trouve que c'est important, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, même sans épreuves lourdes, d'apprendre à se connaître et à savoir ce qui nous ressource.
parce que parfois le quotidien nous use et il y a souvent, enfin en tout cas pour moi, c'est une issue vraiment importante, quoi. Très bien. Et donc, ce que je retiens de votre réponse, c'est qu'effectivement, la foi vous a beaucoup aidé, mais ce qui est à la portée de tout le monde pour vivre au quotidien, quelles que soient nos épreuves plus ou moins grandes, c'est de savoir, de se connaître Ouais, pour arriver à trouver ce qui nous correspond, ce qui fait qu'on va se ressourcer pour vivre le mieux possible le quotidien plus ou moins difficile. ouais. Voilà, Et pour ça, la sculpture aussi, j'en ai pas parlé, mais pour moi, enfin bien voilà, je me sûr. suis vraiment mis à la sculpture il y a 10 ans et ça me fait un bien fou, quoi. De Oui, et contact de la terre, de l'argile. ouais, et peut-être que s'il n'y avait pas eu l'accident de Ah, Cédric, je me serais jamais lancée là-dedans. Mm. voilà. Et donc, c'est merveilleux de voir que Ouais, parce que ça nous tout oblige, en peut fait. concourir à un renouveau de notre vie. Mm. Ça nous oblige à nous poser des vraies questions. Enfin, vraiment, là, on touche du doigt avec un accident comme ça, combien la vie est fragile et elle est unique. Et que s'il y a des choix à faire, c'est maintenant qu'il faut les faire, c'est pas à la fin. Enfin, moi, quand j'ai eu 40 ans, je me suis vraiment dit, là, si tu veux te mettre à la sculpture, c'est maintenant. Et voilà, ça veut pas dire qu'il faut y aller le nez au vent. Il faut bien, voilà, organiser tout ça, assurer ses arrières. Mais je regrette pas du tout maintenant de m'être lancée. Et pour moi, c'est aussi un espace de ressourcement énorme. Ouais. Bien sûr. Alors, comment avez-vous réussi à vous blinder contre les regards indélicats, parce qu'il y en a forcément, qui jugent votre couple hors norme? Il y en a certainement. Alors, c'est vrai que quand les enfants étaient petits et qu'on se baladait dans la rue, j'en avais un sur le ventre, l'autre sur les genoux de Cédric, et puis les deux petits de chaque côté du fauteuil. Là, c'est sûr qu'on avait des regards insistants. Après, des remarques, des vraies remarques blessantes, oui, j'en ai eu, mais souvent de personnes qui se projetaient en fait et qui pensaient que c'était juste horrible. Voilà, une fois dans la rue, il y a une dame qui m'a demandé qui j'étais par rapport à Cédric. J'étais avec les enfants et Cédric, je le poussais. Et je lui dis, bah, je suis son épouse. Et elle m'a dit, ah mon Dieu, c'est affreux. Alors que moi, c'est sûr que ça refroidit une remarque comme ça parce que tu as envie de dire, mais non, c'est pas affreux. Regardez, on a 4 enfants merveilleux, on se promène dans la rue, enfin, on a l'air si malheureux que ça. Ou alors une autre dame qui m'avait dit, moi, mon fils a eu un accident de voiture et quand je vois votre mari, je me dis que heureusement qu'il est mort. Alors ça aussi c'est dur parce que tu as envie de lui dire mais en fait qu'est-ce que vous savez de notre vie pour poser un jugement aussi radical? Et, moi mon mari il est heureux d'avoir survécu à son accident, moi j'en suis vraiment ravie et nos enfants sont heureux d'avoir leur père comme papa malgré leur handicap. Donc en fait très vite j'ai compris que les gens ils se projetaient en fait. Ils projetaient leurs angoisses. Donc c'était pas un jugement sur nous qui nous sommes en profondeur parce qu'en général ils nous connaissaient pas ces gens-là. Donc, voilà, petit à petit, je me suis dit, de toute façon, c'est pareil, c'est un choix, hein. Soit je décide que ça me touche et que, voilà, et que ça m'effondre, soit je me dis, pas de la bêtise, parce que, voilà, c'est quand même vache, mais de la méconnaissance de ce que c'est que notre vie, et on passe à autre chose, quoi. Bien sûr, bien sûr. Quelles étaient les sources de réconfort dans les moments difficiles? Parce qu'on devine bien qu'il y a eu des moments Ouais. difficiles. Et quelles ont été vraiment vos sources de réconfort? Bah, il y en a eu plein, mais bon, je parlais des espaces de ressourcement, ça fait partie des réconforts, hein. Mais en tout cas, j'ai vraiment touché du doigt combien l'amitié est un carburant extraordinaire. C'est-à-dire que moi, des moments où l'imaginaire commençait à vagabonder et à me dire, mais jamais j'y arriverai finalement, parce que il y a eu quand même des moments d'angoisse hein, dans ce parcours. Et ben juste les bras réconfortants d'une amie, des paroles. Réconfortante, mais ça y est, ça me faisait repartir. Euh, et j'ai appris aussi la simplicité à demander la présence de quelqu'un quand vraiment c'est trop difficile. Je suis très proche de ma sœur et c'est vrai que ben voilà, je l'appelle quand ça va pas. Et non, mais vraiment l'amitié, la famille, ce sont des valeurs que j'ai découvertes avec cette épreuve qui pour moi sont d'un réconfort extraordinaire. Après, il y a aussi les lectures, bon, il y a plein de choses, hein. Les lectures, moi, la sculpture, ça c'est sûr.
les balades, voilà, et puis penser à autre chose, s'échapper. Mm. Sur la base de votre expérience, quel conseil donneriez-vous à un couple marié se trouvant dans une situation similaire? Oui, Alors déjà, souvent je dis, il faut pas trop comparer les cas parce que chaque handicap a son lot de difficultés qui sont très différentes d'un couple à l'autre, hein. Après, dans les grandes lignes, euh, je dirais qu'avant tout, il faut se poser et savoir ce que l'on veut faire de sa vie, ce que l'on veut faire de son couple, hein. Parce qu'à notre époque, tout le monde n'est pas prêt forcément à se battre pour sauver son couple à tout prix. Euh, et ça, encore une fois, c'est sans jugement parce que moi, j'ai rencontré des cas de femmes dont le mari a eu un accident à peu près similaire à Cédric, mais dont les handicaps étaient pour elles ingérables. Euh, Parce que le tempérament avait trop changé, parce que la relation était trop atteinte en profondeur. Voilà, donc ça vraiment, chacun voit selon ce qu'il peut supporter ou pas. Euh, Moi, je dirais ce qui est important, c'est de pouvoir parler. Voilà, si ça arrive. Il y a plein d'associations maintenant qui existent. Moi, j'étais allée rencontrer l'association des familles de traumatisés crâniens, AFTC. Ils m'ont beaucoup aidé. Il y a des groupes de parole. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, Peut-être voir une psychologue. Moi, il m'est arrivé à certains moments d'aller en voir parce que voilà, j'avais besoin de m'exprimer autrement qu'auprès de mes amis. S'entourer. Je pense que s'entourer, c'est très important. Lâcher tout ce qu'on a dans le ventre, toutes nos angoisses pour faire le tri et voir, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui je suis, qui est mon mari maintenant, est-ce que je pense que je peux y arriver ou pas, identifier, voilà, les aides que je peux avoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas prendre des grandes décisions dans la détresse profonde. C'est se dire, moi, voilà, ça aussi, ce que m'a appris cet accident, c'est que la vie, elle est faite d'émotions très fortes, hein, parfois très hautes et très basses, et c'est pas dans le creux de la vague qu'il faut prendre des décisions définitives, sinon c'est là qu'on prend les mauvaises décisions. Souvent, et voilà, souvent tout ça c'est une question de temps. Il faut serrer les dents un temps, attendre que la vague passe pour vraiment voilà revoir les choses à froid et prendre des orientations à ce moment-là. merci beaucoup. Sophie, pensez-vous que le regard que l'on porte sur les choses finit par les influencer elles-mêmes et que vivre le handicap de façon positive s'impose pour avancer? Alors, moi je sais pas si je vois le handicap de façon positive, parce que le handicap je l'aime pas, hein. Après, je vois mon mari de façon positive, oui. Et ça, je pense que c'est très important, ouais. Ouais. Je me souviens que mon livre, il y a une psychiatre qui était vraiment athée, qui l'a lu, parce qu'elle animait un groupe de parole dans lequel j'étais, donc voilà, elle voulait lire mon livre. Et elle m'a dit, en fait, Sophie, vous sublimez les choses. C'est-à-dire qu'elle, elle n'était pas du tout croyante. Et quand elle lisait mon livre, elle disait, mais en fait, vous sublimez les choses, donc du coup, les choses deviennent sublimes parce que vous avez ce regard sublimateur. Bon, c'était son analyse, mais ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que quand un verre est à moitié vide ou à moitié plein, c'est la même réalité, mais le fait de le voir différemment, bah, ça change tout en fait. Voilà. Donc, ouais, ouais, moi je pense que notre regard sur les choses influence le cours des événements, c'est sûr, parce que selon comment on prend les choses, eh ben, on prend des décisions plus ou moins ouais, différentes, quoi. Ben, merci beaucoup, Sophie, pour cet éclairage sur voilà, comment accueillir, quand on disait dans le titre l'imprévu, on aurait pu dire le handicap dans sa vie, et comment vous avez reconstruit la vôtre et comment votre témoignage peut aider. Donc, Hmm. à tous ceux qui suivent sur YouTube le GPS pour la famille, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez savoir où Sophie intervient, si vous voulez la rencontrer. Voilà. Je peux rajouter une petite chose Oui, bien sûr, Sophie. qui est importante, c'est que faut pas imaginer que
on arrive toujours à faire exactement ce qu'on a envie de faire. Enfin, je veux dire, voilà, on a une vie avec des hauts et des bas. Il y a des moments où on pleure et on s'autorise à pleurer. Parce que je veux dire, faut pas imaginer qu'on est des, voilà, au-dessus. La plupart des gens, je pense que vraiment c'est une école d'humilité, ça aussi, c'est de se dire, voilà, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas, bah, faut les accepter. Et quand ça va pas, faut le dire aussi. Et c'est vraiment un combat de tous les jours. C'est important de, voilà, que je le dise parce que c'est pas parce que ça va pas et qu'on rate des choses. Moi, des fois, j'ai envie de balancer mon mari par la fenêtre, hein, ça m'arrive, mes enfants aussi. Je suis juste quelqu'un de normal. Mais par contre, j'ai vraiment très clairement énoncé ce vers quoi je veux tendre. J'ai très clairement identifié les moyens qui peuvent m'aider à y aller. Et c'est quelque chose que je me redis régulièrement pour pas tomber trop bas. Voilà. Merci C'est la beaucoup, parenthèse. Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Et au mois prochain avec un nouveau GPS pour la famille.